Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 7-8 Sport. Le magazine est consacré, comme vous le savez, à l'actualité sportive dans le département. C'est parti pour le sommaire. Football, la Coupe du Monde a débuté depuis jeudi dernier. Les supporters ont déjà commencé à vibrer dans les Yvelines au rythme de l'équipe de France et des autres sélections nationales. Nous avons rencontré des supporters tricolores et portugais. Les détails dans ce magazine. VTT, la revancharde fêtait ce dimanche sa 20e édition sur la colline d'Elancourt. 150 participants se sont affrontés sur ce site qui accueillera les Jeux Olympiques en 2024. Reportage à suivre. Golf, des animations ludiques qui étaient programmées ce samedi à Montigny-le-Bretonneux. Objectif, faire découvrir le monde de la petite balle blanche et de la Ryder Cup au grand public. Coup de projecteur dans ce magazine. L'actualité sportive de la semaine, c'est maintenant sur TV78. On commence donc par du football. Plus de 13 millions de téléspectateurs ont regardé le match France-Australie ce samedi midi dans l'Hexagone. Dans les bars de Saint-Quentin en Yvelines, on a également vibré au rythme des Bleus. Ils étaient plusieurs dizaines à avoir exulté au coup de sifflet final dans cet établissement situé près du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Victoire 2-1 de la France face à l'Australie. On écoute les réactions à la fin du match. Une victoire, c'est le plus important. Après, dans le jeu, beaucoup de choses à revoir. Ce premier match a été très stressant pour les supporters. J'imagine que les joueurs sur le terrain aussi, parce qu'il y a eu très peu d'occasions de marquer, malgré que l'équipe australienne n'était pas très forte. C'était pas très bien, Pogba était pas très bon, mais bon, on a kiffé quand même le but. Le prochain match de l'équipe de France est programmé ce jeudi à 17h contre le Pérou. La France ne sera pas la seule équipe soutenue par les Yvelinois pendant cette Coupe du Monde de football. Le département devrait également vibrer au rythme des exploits du Portugal après leur victoire à l'Euro 2016 en finale contre la France. Les Lusitaniens espèrent une nouvelle fois aller jusqu'à la finale avec leur star, le quintuple ballon d'or Cristiano Ronaldo, déjà buteur à 3 reprises contre l'Espagne vendredi dernier, un montage de Jules Greneville. La star de cette maison plaisiroise, c'est lui, Cristiano Ronaldo. Tom et William, 8 et 11 ans, deux frères d'origine portugaise, sont de grands fans de l'attaquant lisboète et de son équipe nationale. Là, c'est ses crampons qu'il avait l'année dernière. Là, c'est quand il tire des coups francs, il tire fort. Là, quand il met des accélérations avec la balle. Et là, quand il dribble. Et là, c'est les actualités de ces 5 ballons d'or qu'il a gagnés cette année. Un coussin que j'ai eu au Portugal. La passion ne s'arrête pas qu'aux posters et aux livres. Les deux jeunes passent également près d'1 heure par jour à regarder des vidéos des exploits du Portugal et de leur idole. Et quand ils allument la console de jeu, le Portugal est évidemment leur premier choix. Parce qu'ils sont forts et il y a Ronaldo. Et parce qu'il fait des grosses frappes et il fait essayer de dribbler très vite. Pendant la Coupe du Monde en Russie, les deux frères ont fait leur choix. Ils supporteront l'équipe nationale portugaise, une décision qui ravit leur mère. Je suis contente parce que c'est vrai que moi, c'est mes origines et je trouve ça bien que les enfants s'en rappellent et en tout cas supportent le Portugal dans tout parce que c'est dans le foot, mais c'est aussi pour plein d'autres choses. Ils veulent tout le temps aller là-bas en vacances, ils adorent, ils veulent y vivre. Sur les terrains de football yvelinois, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont également des supporters. Depuis sa création en 1972, le club des Portugais de plaisir vibre au rythme des exploits des Lusitaniens et non de l'équipe de France. Il y en a certains qui sont pour les deux. Moi, je suis pour les deux. J'habite en France. Mais voilà, notre famille est portugaise, on a du sang portugais et on sera toujours derrière le Portugal, quoi. C'est comme la plupart des personnes qui ont double nationalité. On a grandi ici. Nos parents sont portugais. On fait nos vacances au Portugal. Donc voilà, c'est le Portugal. Dès qu'il y a un match, c'est le Portugal avant tout. Pour vivre cette Coupe du Monde, le club a prévu d'organiser des repas devant la télévision les soirs de match du Portugal. Mais ils ne devraient pas être les seuls à suivre les rencontres dans le secteur. Très grosse communauté, ouais. Surtout Plaisir, Les Clés et Villepreux. Il y a une grosse communauté portugaise. Donc je pense que les veilles des matchs ou les soirs des matchs, ils vont tous être ou dans les cafés ou chez eux en train de regarder les matchs, il n'y aura plus personne dehors là. Avec plus de 80 000 habitants d'origine portugaise dans les Yvelines, le département sera forcément partagé entre le bleu et le vert et rouge pendant cette Coupe du Monde. Un mot de VTT à présent. La discipline était à l'honneur ce week-end sur la colline d'Elancourt. Sur le site des futures épreuves de VTT au JO de 2024, des centaines de coureurs ont souffert sur la 20e édition de la revancharde. Un montage de Sandrine Fontaine, des images de Nicolas Dandry.
La Revancharde fêtait son 20e anniversaire ce dimanche 17 juin. 151 coureurs ont participé à cette édition 2018 sur la colline d'Elancourt. 5 fois plus que lors de la première édition imaginée en 1998 par les organisateurs. C'est une tradition, c'est l'histoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, l'histoire de cette colline. Ce site, il est à l'abandon et il n'y a que vraiment nous, notre club, qui utilisons le site de la colline d'Elancourt. Et quand on pense qu'il va y avoir les Jeux Olympiques, je pense qu'on a mis une petite pierre à l'édifice pour que les Jeux soient ici, quoi. Depuis 20 ans, le parcours a peu évolué. Pour cette édition 2018, un tracé technique a été dessiné sur le point culminant de l'Île-de-France avec ses 231 mètres. On monte la grosse butte qui fait très très mal aux jambes et maintenant ça devient de plus en plus dur, voilà. Parce qu'elle est très très raide et il y a pas du tout de on peut pas du tout récupérer, quoi. Donc c'est hyper dur, quoi. C'est extrêmement dur. Il faut trouver un bon rythme cardiaque. Une fois qu'on est parti, qu'on a passé le sommet, quand la côte revient, on est déjà chaud et ça va déjà mieux. Au bout de l'effort, c'est Geoffroy Le Turc qui remporte cette 20e édition pour sa première participation à l'épreuve. Derrière moi, il y avait deux concurrents et j'ai décidé d'attaquer dans une bosse directement dès le premier tour pour être tranquille après. Et au final, ça s'est super bien passé. J'ai creusé l'écart au fil des tours et puis voilà, je finis en tête et c'est cool. Cette épreuve a également permis, comme chaque année, de récolter des dons pour les orphelins des sapeurs-pompiers de France. Au total, 3 000 € ont été reversés à l'association. Rendez-vous l'année prochaine pour une 21e édition. Du handball à présent dans son match de barrage pour l'accession à la Nationale 2. Plaisir s'est finalement incliné la semaine dernière sur terrain neutre contre Molsheim après avoir mené la partie pendant plus de 40 minutes. Score final 27-26. Les Yvelinois resteront donc en Nationale 3 l'année prochaine après avoir terminé deuxième du championnat. Pour nous parler de ce match, nous recevons sur ce plateau Arnaud Chastre, pivot de l'équipe, Benjamin Modeste, le demi-centre, Maxime Rimasson, pivot et l'ailier Alexandre Constant. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors, est-ce que vous avez décompressé après ce match? Non. Pas du tout. Pas encore. Pas encore. Faut réussir à avaler la pilule. Voilà, on s'est pris au jeu et arrivé au match de barrage, on y a vraiment cru. Et sur le terrain, on y a cru parce qu'on a vraiment dominé cette équipe de Molsheim. Et malheureusement, sur le Money Time, ça ne tourne pas en notre faveur. Le scénario, du coup, qu'est-ce que vous en pensez de ce scénario? C'était prévisible, imprévisible ce scénario? De toute façon, sur un match, tout peut se passer. Après, nous, on y a cru, on a joué nos chances dès le début. Et c'est ce qui s'est. Enfin, on a vu le déroulé du match. Pendant les 10 premières minutes, on a même monté à +4, +5. Après, on s'est un peu effondré, on a un petit temps faible. Ils sont venus, on est resté devant à la mi-temps. On a réussi à gérer les temps faibles, mais pas jusqu'à la fin du match. Et c'est pour ça peut-être qu'on est passé derrière sur la fin. Alexandre Constant, est-ce que finalement ce scénario était prévisible avant que vous commenciez le match? Est-ce que vous attendiez à mettre autant en difficulté cette équipe? Eh bien, dans tous les cas, on s'est préparé à livrer le meilleur match de la saison. C'était votre meilleur match de la saison? Un des meilleurs en tout cas, on y a mis l'envie et dans tous les cas, la pilule est dure à avaler, mais le meilleur a été fait. De notre côté, on a fait le travail, même si à l'arrivée, le résultat n'est pas en notre faveur. Maxime, vous en avez un petit peu parlé entre vous à la sortie de la rencontre. Quelle était l'atmosphère dans le vestiaire? Fin du match, forcément compliqué, tout le monde déçu. Quelques pleurs pour certains joueurs. Donc, on va dire pour les plus anciens, on est allé les réconforter. Après, il y en a qui s'y sont remis plus ou moins vite du match. Mais dans l'ensemble, on a quand même fait un gros match. Et il fallait essayer de positiver quand même après cette défaite. Et puis bon, le soir, on était tous ensemble. De toute façon, ça a été notre force cette saison, c'est la cohésion d'équipe. Du coup, le soir, on a essayé de un peu oublier. Et puis à l'année prochaine. Si je comprends bien, il y a quand même quelques regrets quand même sur cette partie. Forcément. Quand on finit deuxième et qu'après une saison où il y a eu des hauts, il y a eu quelques bas aussi. Mais quand on termine deuxième, ce qu'on a envie, c'est de passer ce tour et aller en National 2 pour voir ce que ça donne. Alors, je crois savoir, Benjamin Modeste, que le coach Victor Guerrier, qui n'a pas pu être présent ce soir sur ce plateau, a piqué une grosse colère à la sortie du match. Je crois qu'il ne vous a quasiment pas parlé. Il a piqué une grosse colère, mais c'était pas à l'encontre de ses joueurs, donc c'était pas envers nous.
pour avoir parlé avec lui un peu après le match à froid, il était fier de nous et la colère s'est plus portée sur le corps arbitral qui selon lui et selon plusieurs joueurs n'ont pas arbitré dans le même sens en deuxième mi-temps surtout, sur des décisions qui étaient identiques des deux côtés. On avait plus facilement des 2 minutes et des 7 mètres contre nous, alors que de l'autre côté, sur la même action, 2-3 fois par exemple sur Arnaud, on revenait sur un 9 mètres, c'était pas sanctionné. Donc c'est ça qui était frustrant, parce que quand ça se joue à 10 buts, c'est pas très grave. Mais quand c'est sur des matchs coup près qui se jouent à 1 but, c'est ça qui est difficile. Alors vous terminez quand même à une très belle, il faut dire, 2e place en étant promu. Est-ce qu'on peut être satisfait de cette saison ? Moi, personnellement, je suis ultra satisfait. Pourquoi ? Parce que l'intersaison était compliquée avec plusieurs départs de nos cadres. On a été recruté 2-3 joueurs de qualité, dont Arnaud, James le gardien, et surtout des joueurs qui étaient présents au club, comme Max qui jouait en équipe réserve et qui aujourd'hui s'est imposé avec nous en équipe première, et des jeunes qui poussent, tel Alexandre, Joachim, qui font une très très belle saison, et on voit qu'on peut s'appuyer sur la formation plaisiroise. Et ça, c'est très plaisant, et pour l'avenir, ça va être profitable. Arnaud, est-ce que vous aviez imaginé en début de saison pouvoir terminer à cette 2e place ? Pouvoir avoir 13 victoires, 1 nul pour seulement 8 défaites en étant promu ? Franchement, je vais dire la vérité. Et oui, pour en avoir discuté avec Victor dès le début de la saison, il y avait peu de personnes qui avaient imaginé ça, qui y croyaient. Néanmoins... L'objectif initial, c'était le maintien, il faut le dire. Ça dépend pour qui. Il y avait vraiment des gens pour qui dans leur tête c'était la montée et jouer la première place et la 2e. Parce que vraiment le discours était dès le début de dire dans cette poule tout va se passer, tout le monde va battre tout le monde. Et au final, quand on regarde la fin de la saison, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu des victoires dans tous les sens. Nous, on a fait match nul contre le dernier sur la dernière journée de championnat. Les premiers, ils ont perdu un peu partout aussi. Donc, c'est ce qui s'est produit, c'est ce qu'on avait prévu. Et au final, il y a des gens qui croyaient dès le début de la saison. J'en faisais partie, il y en avait d'autres. Après, on a loupé la montée. C'est la seule chose qu'on retient à la fin de la saison. Alexandre, qui est responsable de cette bonne saison ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'il faut mettre en avant ? L'effectif complet est à mettre en avant sur cette saison. C'est vrai qu'avec les nombreux blessés qu'on a eu au cours de cette saison, c'était dur de faire avec. Mais on a su trouver notre force dans la cohésion d'équipe, comme l'a dit Maxime tout à l'heure. Et c'est ce qui nous a permis de nous maintenir à ce niveau-là dans cette fin de saison qui a été déterminante pour notre suite. Maxime, dans quel secteur vous devez vous renforcer ? Parce que je suppose que vous devez quand même vous renforcer pour la saison prochaine. Ouais, il y a quelques... alors comme l'a dit Alexandre, on a eu plusieurs blessés. Donc je ne sais pas si c'est dans un secteur, mais ce serait peut-être plus au niveau quantitatif qu'on devrait se renforcer. Et après, collectivement, on a été bon. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir de temps en temps pour débloquer quelques situations des plus fortes individualités, donc à chercher. Après, se renforcer, si la saison prochaine, on fait la même saison avec peut-être une ou deux victoires de plus, ça nous permettra peut-être d'être premiers et monter. Benjamin, vous serez tous là la saison prochaine ? Vous en avez discuté avec les autres joueurs ? On a discuté, j'ai entendu personne dire qu'il allait partir. Je pense que les 4 présents ici vont rester. Après, voilà. Moi, on ne sait jamais en période de mercato. On ne sait jamais, mais après une saison pareille, je vois pas des joueurs partir, peut-être 1 ou 2 d'un point de vue professionnel ou autre, mais d'un point de vue sportif, je vois pas quelqu'un partir aujourd'hui du Plaisir Handball Club après cette saison. Il y aura que des joueurs qui vont arriver, selon vous ? Pour moi, oui. Des joueurs supplémentaires qui vont apporter un plus à l'effectif. Après, il faut pas qu'il y ait 12 joueurs qui arrivent parce que ça fonctionnera pas. Il faut vraiment 2, 3, 4 recrues maximum qui s'intègrent au collectif et à notre façon de faire aujourd'hui et qui nous apportent un vrai apport handballistique pour nous aider à gravir cette petite marche qui nous a manqué cette année, quoi. Arnaud Chast, est-ce qu'il y a peut-être un piège à éviter la saison prochaine ? Un piège dans lequel vous êtes tombé cette année qu'il ne faudra pas reproduire l'année prochaine ? Déjà, les équipes qu'on va affronter sont différentes, donc il faudra s'adapter à leur jeu. Déjà, c'est la première chose. Et après, il faudra rester sur la même dynamique. Et ça va être un peu compliqué parce qu'on finit finalement la saison sur une frustration et sur une défaite qui coûte cher. Donc, il faudra oublier cette fin de saison et repartir sur quelque chose de positif dès le début. Ça commence par, là, en ce moment, la fin de saison avec les recrutements, être présent aux entraînements pour les personnes qui viennent faire des essais et surtout dès la reprise pour
reprendre tous ensemble le groupe et former quelque chose de nouveau pour une nouvelle aventure. Merci à tous les 4 d'être passés sur ce plateau. On continuera à suivre avec attention vos performances la saison prochaine en National 3. Encore bravo pour votre parcours. Nous allons maintenant prendre le large dans ce magazine, direction l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce week-end, la Coupe nationale des entreprises était organisée sur l'un des plus grands plans d'eau d'Île-de-France avec ses 200 hectares. Et la bataille a été acharnée. Des images de Nicolas Dandry, un montage de Jules Grenouville. Une véritable bataille navale inter-entreprise s'est déroulée ce samedi 16 et dimanche 17 juin sur l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. La Coupe nationale était programmée pour la 10e fois sur le site. Objectif, travailler en équipe. Le principe de la course, ce n'est pas de gagner la course, c'est d'éviter que son camarade soit dernier. Donc ça applique les principes à la fois de solidarité et d'application des règles de course, puisque dans ce jeu-là, les règles de course est extrêmement important. Au total, une vingtaine d'entreprises venues de toute la France regroupant 60 participants se sont inscrits. Toutes ont leur technique pour dompter les bateaux de 16 pieds et remporter la victoire. Déjà bien naviguer proprement, pas faire d'erreurs et puis surveiller le vent. Puis être premier, être devant, c'est toujours indispensable. Il y a le plan d'eau qui est un peu particulier, où donc là il était situé vent d'ouest, donc c'est dans l'axe du plan d'eau. Il faut faire très attention à la rangée d'arbres qui est tout au fond sur le plan d'eau, et il y a plein de déventes voilà, donc petite stratégie quand même dans l'ensemble, quoi. Voilà. Les participants auront une nouvelle occasion de s'illustrer l'année prochaine. Une nouvelle édition est déjà programmée sur le plan d'eau de 200 hectares. On reste sur l'eau pour parler d'aviron. Le Versaillais Thomas Barouk participera le week-end prochain à la 2e manche de la Coupe du Monde à Linz, en Autriche. Le médaillé de bronze à Rio sera associé à Pierre Rouin pour la première fois en 2 couple poids léger. Leur objectif, terminer sur le podium. Au total, 21 embarcations sont engagées dans cette catégorie, parmi lesquelles on retrouvera des Belges, des Italiens, des Norvégiens, des Polonais qui seront les plus sérieux concurrents des Français. Les finales sont programmées ce dimanche. On continue à parler de Versailles. Une journée olympique était organisée vendredi dernier au stade Mauboron. Plus de 350 jeunes de CM1, CM2 ont pu s'essayer pendant toute la journée au saut en longueur, au sprint, au golf et également au pentathlon moderne. L'occasion de découvrir certaines disciplines. Un montage signé Xavier Jalin. Les enfants ont donné le meilleur d'eux-mêmes ce vendredi 13 juin pour la journée olympique. Le rendez-vous organisé au stade Mauboron de Versailles a réuni plus de 350 jeunes de CM1, CM2 de la commune. L'occasion de découvrir de nouvelles disciplines. C'est pas dur d'apprendre, ils s'adaptent très facilement justement, plus on commence tôt et plus c'est facile. Donc là, non, ils ont des réelles capacités d'adaptation. On détecte un peu déjà les qualités de pied, les qualités d'impulsion. Les enfants ont pu également s'essayer au pentathlon moderne, une épreuve composée de 5 disciplines dont le tir au pistolet qui sera organisé à Versailles pendant les Jeux de Paris 2024. Après quelques essais, premier verdict. Eh bien, on s'amuse, c'est émouvant de la mettre dans la cible. Tout le monde est content, les élèves, l'enseignante, j'ai essayé aussi, c'est loin d'être facile. La concentration, savoir modérer son enthousiasme, c'est très bien. Avec ces tests, les organisateurs espèrent susciter des vocations chez les plus jeunes Versaillais. L'objectif, c'est évidemment de les orienter vers cette discipline pour pourquoi pas créer un club à Versailles et être vraiment dans la course pour les Jeux Olympiques. Pour être dans la course pour les JO, Versailles devrait de nouveau organiser cette journée olympique tous les ans jusqu'en 2024. Du golf à présent, à 100 jours de l'organisation de la Ryder Cup à Saint-Quentin-en-Yvelines, les Yvinois ont pu s'essayer au golf pendant la Golf Experience ce samedi à Montigny-le-Bretonneux. Le rendez-vous proposait au grand public de découvrir la discipline et d'approcher le trophée de la compétition. Des images de Nicolas Dandry. Alors, vous avez vu, vous avez arrêté votre club, vous l'avez arrêté après la frappe. Non, laissez-le partir. Le geste n'est pas encore parfait. Jacobs Larry est venu découvrir ce samedi 16 juin les bases du golf à Montigny-le-Bretonneux pendant la Golf Experience. Une première pour cet Igny-Montain. C'est plus simple quand on regarde à la télé et on se dit que c'est plutôt facile, mais en fait c'est assez technique. D'une part, c'est la position, c'est le fait donc de viser juste, pas taper trop fort. Comme Jacobs, ils sont plusieurs milliers à être venus découvrir le monde de la petite balle blanche sur le quai François Truffaut. Putting surdimensionné, practice sur l'eau, tous ont pu s'essayer au golf de façon ludique. Là c'était dur aussi parce qu'il fallait faire des tirs, il fallait bien viser. Ça a l'air de bien lui plaire, quoi. Après, peut-être que ça va faire un futur Tiger One, mais bon, je sais pas, on verra.
En parallèle, l'événement organisé par Saint-Quentin-en-Yvelines avait également pour objectif de faire découvrir la Ryder Cup au grand public. L'épreuve sera organisée du 28 au 30 septembre au Golf National et devrait être suivie par plus de 750 millions de téléspectateurs. Alors les gens évidemment sont de plus en plus au courant qu'il y a la Ryder Cup dans 100 jours, donc on est très fiers, ça veut dire que notre travail de sensibilisation a fonctionné, mais il y en a encore qui découvrent, et qui découvrent même le golf. Après la Golf Experience, le quai François Truffaut de Montigny-le-Bretonneux se transformera fin septembre en une gigantesque fan zone pendant la Ryder Cup. Les matchs seront diffusés gratuitement pendant l'épreuve. On continue à parler de golf et de la Ryder Cup. Comme chaque lundi, TV78 vous propose de vous immerger dès à présent dans la compétition et de découvrir chaque semaine des anecdotes sportives sur le tournoi. Aujourd'hui, Christophe Muniesa, le DTN de la Fédération française de golf, nous livre l'un de ses souvenirs. Regardez. « 2004, c'est une Ryder Cup dont je me souviens à plus d'un titre, compte tenu du fait que sur le papier, l'équipe américaine était vraiment meilleure, encore une fois avec ses ténors, Woods en tête et Mickelson en tête. Aux côtés d'eux, une épreuve très très solide, alliant expérience et puis aussi quelques Young Guns. Et pour autant... des choix d'association dans notamment les doubles, puisque Tiger Woods avait été associé à Phil Mickelson en double. Ils n'avaient jamais joué ensemble en Ryder Cup. Donc en termes d'affiches, c'était extrêmement impressionnant. Pour autant, ils se sont effacés contre la paire européenne à laquelle ils étaient opposés, démontrant le savoir-faire d'un côté de l'équipe européenne dans sa capacité à créer des équipes et à faire feu de tout bois en toutes circonstances, alors que les Américains bénéficiaient d'une équipe sur le papier a priori plus forte, et pour autant on les qualifiait à l'époque d'équipe d'aéroport, les joueurs qui pourtant jouaient le PGA Tour toute l'année côte à côte, ne réussissaient pas à créer cette véritable dynamique d'équipe. Donc cette Ryder Cup aussi perdue par les Américains en 2004, ça a été le début d'une nouvelle dynamique pour l'équipe américaine qui a par la suite cherché véritablement à développer un esprit d'équipe, organiser des rencontres entre les joueurs à différentes occasions pendant l'année pour essayer de cimenter cette équipe et d'enfin être en capacité d'offrir une véritable résistance à l'équipe européenne. Alors ça n'aura pas été le cas 2 ans après en Europe, au Key Club, mais en revanche quand la Ryder Cup est retournée sur le sol américain en 2008, quelques années plus tard, là, cette fois-ci, ils avaient réussi à s'imposer contre l'équipe européenne. La Ryder Cup, c'est aussi l'occasion de voir des stars mondiales sur les greens. Au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines, les spectateurs auront l'occasion de voir du beau monde sur le match des célébrités le mardi 25 septembre prochain. 8 personnalités européennes affronteront 8 personnalités américaines dans un challenge de 9 trous par équipe. Côté américain, on retrouvera notamment l'acteur et chanteur Justin Timberlake, grand amateur de golf, le surfeur Kelly Slater, 11 fois champion du monde, ou bien l'ancienne secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice. Chez les Européens, on notera la présence de l'acteur nord-irlandais Jamie Dornan du film 50 nuances de Grey, de Guy Forget, le directeur de Roland Garros, ou encore l'ancien ballon d'or portugais Luis Figo. Enfin, à côté spectateur, le président français Emmanuel Macron devrait être présent, tout comme son homologue américain, le président des États-Unis Donald Trump, grand fan de golf, devrait faire aussi le déplacement. Sa venue sera confirmée au tout dernier moment. On referme ce magazine des sports par de la boxe. 2 Illinois seront sur le ring ce samedi 23 juin. Pour son 5e combat chez les professionnels, Tony Yoka, originaire de Chanteloup-les-Vignes, défiera au Palais des Sports de la Porte de Versailles à Paris l'Anglais Dave Allen, 26 ans, 1m91, 13 victoires de nul et 3 défaites depuis le début de sa carrière. Un adversaire à la portée de Tony Yoka qui est toujours invaincu. Un autre Yvelinois combattra également ce soir-là, le Verriérois Ahmed El Moussaoui qui reste sur 4 victoires consécutives. Affrontera le Russe Alexei Evchenko devant le public parisien pour un combat en 8 rounds. Un adversaire qui affiche un bilan de 16 victoires, 10 défaites et un nul. Cette rencontre pourrait lui permettre d'engranger des points en vue d'un titre mondial. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve lundi prochain pour un nouveau magazine. D'ici là, passez une excellente semaine sportive. Très belle soirée sur TV78.